Échoué sur les plages, des algues vertes, des nappes d'algues vertes. Un jogger de 50 ans décédé brutalement. L'été 95, année record, on a ainsi ramassé plus de 5000 m3 d'algues. Le nombre d'élevages explose. De produire du doute en disant ces algues vertes, on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Tu as sûrement déjà rêvé de passer une journée ensoleillée sur une plage paradisiaque comme celle de la côte de Granit Rose en Bretagne par exemple. Dans ta tête, tu t'imaginais ça. Mais en réalité, c'était plutôt ça. Une plage recouverte d'algues vertes qui t'empêche d'aller te baigner, mais qui surtout est dangereuse pour ta santé. Alors si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que le film Les algues vertes, réalisé par Pierre Jolivet et inspiré de la BD éponyme de Inès Leroux et Pierre Vanhoff, est sorti le 12 juillet. En 2-3 mots, ce film met en lumière l'enquête d'une journaliste sur les algues vertes en Bretagne, ce qu'elle découvre et comment certains et certaines tentent de lui mettre des bâtons dans les roues pour cacher ce phénomène qui est pourtant bien réel. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi les algues vertes sont un désastre écologique et quelles sont les solutions pour y remédier. C'est parti! Bon, déjà, les algues vertes, c'est quoi? Les algues vertes, c'est des végétaux marins qui sont présents dans de nombreux littoraux à travers le monde. Elles sont communément appelées les laitues de mer pour leur aspect de grosse salade, mais parce qu'elles sont également comestibles. Elles ne représentent aucun danger lorsqu'elles sont en mer ou déposées depuis peu en faible épaisseur sur les plages. Mais il y a bien évidemment un mais. En cas d'accumulation importante, cette prolifération peut entraîner des échouages massifs d'algues vertes appelées les marées vertes. Leur décomposition au soleil produit des gaz dangereux pour l'humain mais également pour les animaux appelés l'hydrogène sulfuré. D'abord restreintes à quelques lieux dans les Côtes d'Armor, ces proliférations se sont peu à peu amplifiées et multipliées. Ce développement est la conséquence en Bretagne de l'industrie agroalimentaire et notamment des rejets de nitrates provenant de l'élevage intensif. Durant les années qui vont suivre, plusieurs drames vont avoir lieu. Premièrement, la mort de Thierry Morfoise, chargé de transporter les algues vertes, est décédé en 2009 sur son lieu de travail. Le lien entre son activité et sa mort n'a été reconnu qu'en 2018. Deuxièmement, la mort d'un jogger en 2016 dans une zone des Côtes d'Armor où les algues vertes proliféraient en énorme quantité. Sur cette affaire, rien n'a été fait, pas de prise de sang. C'est simplement l'autopsie après, suite à notre demande. Or, il aurait fallu que la prise de sang soit faite, comme quand il y a un accident sur la route. C'est notamment dans cette zone que 36 sangliers avaient été retrouvés morts dû à une intoxication en 2013. Et là encore, les autorités n'ont pas reconnu un lien direct entre ces 36 morts simultanées et la présence d'algues vertes. Moi, c'est Lucie Lucas. Je suis comédienne et je suis aussi activiste, engagée pour le climat, l'écologie, la justice sociale. C'est un phénomène qui touche la Bretagne depuis des décennies et qui est très préoccupant, vraiment, et dont on parle peu. Donc ça, c'est pas fixe, c'est du dépôt, c'est de l'algue verte. À Saint-Brieuc, c'est beaucoup plus, c'est vraiment des trucs, c'est des mètres entiers. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient comme ça. Avec le soleil, ça perd sa couleur, tu vois. Ça passe de vert à blanc. Et quand ça devient complètement blanc comme ça, c'est là que ça dégage le gaz. Ah ok. Et c'est là que c'est mortel. Là, ça commence à devenir bien épais, là, tu vois. Moi, là, je m'amuserai pas à... Une fois que ça c'est blanc, il faut pas y rester, hein, là, du tout. Là, vu que c'est vert, c'est pas encore... là, c'est pas toxique encore. Le H2S, c'est un gaz qui est violemment toxique, il est mortel à haute dose. C'est-à-dire que si on le respire, c'est des choses qui étaient connues dans les égouts et dans les zones où on a de la putréfaction sans oxygène. On peut être intoxiqué assez rapidement. Ce qui n'était pas connu, c'est qu'en milieu aéré, en plein air, on pouvait avoir ce genre de problématique. Et en fait, ça se pose quand on va brasser un dépôt qui est en train de pourrir et qu'on met un peu le nez dessus. Là, on peut avoir des bouffées avec des concentrations très fortes. Ça, c'est l'impact sur l'humain. Mais alors, c'est pas simplement cette dangerosité, c'est aussi un inconfort de plage. On a des plages où on voudrait du sable jaune, enfin du sable clair, des eaux limpides, et puis on se retrouve à nager dans une soupe avec des échouages quelquefois sur des hectares et des hectares sur lesquels on peut glisser, et puis c'est vert, c'est pas ce qu'on veut, enfin bref. Mais le premier truc en général qui ressort, c'est l'odeur. Et puis après, pour l'écosystème en général, quand on est sur des vasières et qu'il y a une grosse putréfaction, tous les fouisseurs, donc les coquillages, etc. en dessous, sont morts. Ça, c'est des impacts très ponctuels. Et après, il y a eu quelques analyses de l'impact à l'échelle de l'écosystème. Donc, si on regarde à l'échelle de la baie de Saint-Brieuc ou de grandes baies comme ça, l'impact, il va être plutôt sur les poissons. Alors, quand il y a des grosses densités d'algues, une érosion de biodiversité et une richesse spécifique, on va dire, qui va baisser.
moins d'espèces aussi commerciales d'intérêt. Les agriculteurs, mais surtout les décideurs économiques du monde agricole, les responsables de l'agroalimentaire, vont par différents moyens essayer de maîtriser le discours sur les algues vertes, de créer un contre-discours, de produire du doute en disant ces algues vertes, on ne sait pas exactement d'où elles viennent. Mais alors, pourquoi cette fabrique du silence? Afin de répondre à ces questions, je me suis rendue dans les bureaux de Greenpeace à Paris pour rencontrer Clara. La prolifération des algues vertes, c'est la conséquence directe de la prolifération des fermes-usines. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la Bretagne, c'est la première région française en matière d'élevage. C'est la première région de production de lait, d'œufs, de viande de volaille, de viande de porc, etc. Et cette hyper-spécialisation de la Bretagne en élevage et cette hyper-industrialisation de l'élevage breton, c'est pas arrivé par hasard. Ça a été encouragé par l'État et par les politiques publiques, notamment par la politique agricole commune, à tel point qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est complètement folle, où une ferme-usine française sur 2 se situe en Bretagne, donc sur seulement 5% du territoire. Et pourquoi c'est un problème? Parce que tous ces animaux d'élevage qui vont être concentrés finalement sur un territoire très petit, ils vont produire des effluents, donc des déjections animales tout simplement, que l'environnement ne va plus être capable d'absorber correctement. Et donc on va avoir des pollutions au nitrate, des pollutions de sol, des pollutions des cours d'eau qui vont s'accumuler. Et on va se retrouver dans une situation où les eaux bretonnes, aujourd'hui, elles sont parmi les plus polluées d'Europe, avec des taux de concentration au nitrate qui sont jusqu'à 10 fois supérieurs à ce qu'on devrait retrouver dans une situation sans pollution humaine. Alors finalement, quelles sont les démarches qui ont été mises en place pour réduire ce phénomène? Pour l'occasion, j'ai été interviewé Sylvain Balu, qui est chef de projet surveillance au CEVA, donc au Centre d'études et de valorisation des algues. On va écouter ce qu'il a à dire. Pour la plupart des baies, on a des données depuis les années 80 ou 92 pour toutes les baies en tout cas. Qu'on observe notamment en baie de Saint-Brieuc, mais dans beaucoup de baies, c'est que ça a beaucoup baissé donc des années 90-2000 jusqu'aux années 2010, 12, 13 par là. Et on voit sur beaucoup de baies une sorte de plancher qu'on n'arrive pas vraiment à franchir. Donc c'est-à-dire depuis plusieurs années, ça monte un peu les années plus pluvieuses, ça descend un peu les années les plus sèches parce que la plupart des baies vont avoir des concentrations plus basses les années sèches. Il y a eu des baisses de concentration, mais ce qui semble un peu par tous les cas, c'est que on voit bien que ce qui était entre guillemets facile à faire, on a gommé les excès, ça a conduit à des diminutions sensibles, mais que maintenant, si on veut vraiment régler le problème, il faut descendre encore plus bas. Les mesures prises par l'État aujourd'hui, elles sont absolument ridicules par rapport à l'ampleur du problème. Si je caricature un peu, mais même pas tant que ça, ce que vont faire les pouvoirs publics, c'est très simple. Ils vont essayer de cacher le problème. Donc ils vont aller ramasser les algues vertes dans des grands camions bennes sur toute la période estivale, sur les plages bretonnes, pour cacher le problème et ne pas nuire à l'industrie du tourisme. Le seul moyen aujourd'hui de résoudre cette prolifération des algues vertes et d'enrayer ce phénomène, c'est de changer radicalement de système d'élevage. C'est de sortir de l'élevage industriel en instaurant un moratoire sur l'installation de nouvelles fermes-usines ou sur l'extension de fermes-usines existantes. C'est promouvoir des systèmes de polyculture élevage sur l'ensemble du territoire français pour sortir de cette hyper-spécialisation agricole des régions. C'est permettre aux jeunes qui veulent s'installer en agriculture écologique de le faire dans des bonnes conditions, que ce soit dans des filières végétales ou dans des filières animales. Et puis, c'est aider les agriculteurs politiquement, mais surtout financièrement, à assurer cette transition agricole qui est nécessaire pour notre santé et pour celle de la planète. Wow, attends, je vais pas te laisser quitter la vidéo sans te donner des solutions claires et précises que tu peux mettre en place à ton échelle. Donc, je vais interviewer Clara de Greenpeace qui va t'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire nous. La première étape, très très simple, que chacun peut faire, c'est de manger moins de viande, beaucoup moins de viande. Et quand on en mange, de manger de la viande de bonne qualité qui a été produite dans des conditions environnementales satisfaisantes. Donc oui, c'est plus cher, mais si on en mange beaucoup moins et si on mise sur des assiettes plus végétales qui font du bien à notre santé, qui font du bien à la santé de la planète, on s'y retrouve aussi financièrement. Mais nous, à Greenpeace, on considère que effectivement les gestes individuels, aussi importants soient-ils, ne suffisent pas. On doit agir collectivement. Et en tant que citoyenne, en tant que citoyen, on doit pouvoir faire entendre notre voix parce que quelque part,
les ravages de l'agro-industrie, ils nous impactent tous. Donc il faut dire non aux fermes-usines, il y a plein de moyens de le faire. Vous pouvez signer la pétition de Greenpeace pour demander l'instauration d'un moratoire sur les nouvelles fermes-usines ou sur l'extension des fermes-usines existantes. Vous pouvez rejoindre une lutte locale près de chez vous, en créer une, même pourquoi pas, devenir militant, faire un don à des associations qui lancent l'alerte. C'est extrêmement important parce que chaque voix compte et qu'on a besoin de vous.